Épisode du vendredi 25 août. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de F1 Podcast, retour de vacances après une pause estivale de 4 semaines. Et sans plus tarder, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Retour de ce long congé, j'espère que vous avez profité de vos fins de semaine complètes lors des 4 dernières semaines. Moi, j'en ai profité pour avoir la grippe. Il m'en reste encore un peu d'ailleurs. Je vais essayer de pas vous tousser dans les oreilles. Je vais essayer de vous épargner ça le plus possible. Côté actualité, c'est pas passé grand-chose. Je vous avais parlé avant le début de cette pause-là qu'on offrait peut-être des émissions spéciales pour vous garder informés et tout ça, mais il se passait tellement pas grand-chose. Ça en était ma grande surprise. Je pensais qu'il y aurait beaucoup. Normalement, on a des négociations de contrats, on a des pilotes qui changent d'écurie, on a des scoops, des nouvelles. Finalement, il s'est pas passé, il n'y a pas eu assez de contenu pour qu'on puisse produire une émission en tant que telle. Donc, j'en ai profité pour me reposer, vivre ma grippe et passer par-dessus ça. Vous savez comment c'est compliqué, une grippe d'homme. Donc, j'ai réussi à surmonter ça. Puis, c'est ça, je suis on peut dire, quasiment rétabli, complètement rétabli à 100%. Ce qui s'est passé, la grosse nouvelle là, qui a retenu l'attention, qui a montré à quel point il n'y avait pas grand-chose, c'est que Max Verstappen a fait de la vitesse. Oui, un pilote de Formule 1 qui roule vite à l'extérieur d'une piste. Ça a été une grosse nouvelle. Nous autres, ça nous impressionne pas ici au Québec parce qu'on a connu Gilles Villeneuve qui avait des histoires avec Guy Lafleur, là, des allers-retours Montréal-Québec en moins d'une heure, là, puis des histoires comme ça. J'ai déjà aussi entendu Gino Rosato qui contait des histoires sur Michael Schumacher, lui qui se rendait à l'aéroport, qui partait de Maranello puis qui se rendait à l'aéroport en Italie. En tout cas, je pense que c'était une route d'environ 1 heure puis il faisait ça en 20 minutes pour se rendre à l'aéroport. Donc, ça nous impressionne pas tant que ça, mais ça a été une nouvelle qui a retenu quand même l'attention sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont été choqués de ça, que Max Verstappen roulait à plus de 120 km/h dans une zone de 70, une main sur le volant, tout en cherchant quelque chose sur l'écran tactile de sa Valkyrie à 2 millions de dollars. Faire un chiffron, là, c'est sûr que c'est toujours dur de mettre un prix sur ces super voitures-là, là, quand on a les euros, on a l'argent canadien, l'argent américain, donc on peut arrondir ça là, à bord de sa voiture à 2 millions de dollars. Ben, il a fait de la vitesse. Il y a des gens qui ont été choqués par ça. Ils ont trouvé que c'était pas correct. Et oui, il a enfreint la loi, mais le gars fait 60 millions l'année dernière. Donc, donnez-lui l'amende, il va la payer, puis on va passer à d'autres choses. En autant que les personnes qui peuvent être les plus offusquées de ça, c'est surtout Helmut Marko puis Christian Horner qui voudrait certainement pas qu'il arrive un accident, qu'il se blesse ou surtout pas qu'il blesse quelqu'un là. Ça on veut pas ça, mais je me dis que moi être à bord d'une voiture côté passager, si j'avais Max Verstappen à une main sur le volant qui roule à 120 km/h, je pense que c'est pas mal la personne avec qui je me sentirais le plus en sécurité. Donc ça a retenu l'attention. Si ça vous a choqué, vous nous écrirez, vous direz votre opinion, pourquoi vous avez été choqué par ça. Moi ça a passé pas mal loin au-dessus de la tête, cette nouvelle-là. On va peut-être avoir d'autres développements dans les prochaines semaines, là, supposément que c'est pas la première fois qu'il enfreint le code de la route. Mais je suis certain que ce n'est pas le premier pilote de Formule 1, on en a les preuves, puis que ça ne sera pas le dernier non plus qui va faire de la vitesse à l'extérieur de la piste, parce que pour eux, 120 km/h, on va se dire, c'est pas de la vitesse. Après ça, l'autre nouvelle qui continue de revenir, on peut dire c'est une forme de rumeur, c'est Mattia Binotto. Moi, j'en reviens pas, là. On avait mentionné avant d'aller en pause que il y avait des rumeurs qu'il plaçait pour succéder à Otmar Szafnauer chez l'écurie Alpine. Moi, déjà là, ça m'a fait tomber à terre que une écurie comme Alpine peut vraiment croire que la solution se retrouve entre les mains de Mattia Binotto, qui n'en avait pas de solution chez Ferrari, donc je peux pas croire qu'il serait le sauveur pour cette écurie française-là. Quoique, peut-être que le fait que Ferrari ne va pas mieux, on se dit qu'il n'était pas vraiment la cause du problème, puis on serait peut-être à lui donner une autre chance, mais ce qui m'a lancé encore plus en bas de ma chaise, c'est que non seulement il y aurait Alpine qui s'intéresserait à ses services, mais il y a des options qui s'offrent à lui. Il n'est pas obligé d'aller chez Alpine. Il pourrait même devenir le directeur technique de la Formule 1 et succéder à Ross Brown. Donc, non seulement il est chez lui, avec le désastre qui s'est passé de la saison dernière de Ferrari, puis là, il reçoit des téléphones, puis il peut
peut prendre le temps de décider son avenir, où est-ce qu'il va aller. Il peut même devenir directeur technique de la Formule 1. En tout cas, c'est assez dur à croire, mais il faut croire qu'on a plusieurs vies quand on est en Formule 1. Il doit y avoir des certains contacts. Là. Pour moi, ça serait... Je peux pas croire que quelqu'un d'autre va croire en lui pour donner un emploi, mais on sait jamais. Là. Il semblerait qu'on pourrait le voir réapparaître dans les paddocks de Formule 1. L'autre nouvelle qui ne cesse de revenir sous forme de rumeurs, sous forme de discussion, c'est Lewis Hamilton qui n'a toujours pas signé son contrat. On sait, quand on a eu le Grand Prix au Canada, Toto Wolff nous avait mentionné que c'était supposément pratiquement fait, puis on s'attendait à une annonce imminente dans le cas d'Hamilton. Finalement, on est rendu passé la pause de mi-saison, puis c'est toujours pas réglé. Là, on entend que ça serait... Lewis Hamilton a mentionné que ce n'était plus entre ses mains, c'était entre les mains des avocats. J'ai reçu beaucoup de questions aussi de votre part. Vous m'avez écrit pendant la pause savoir qu'est-ce qui se passait avec Lewis Hamilton. Ben, on sait pas vraiment. D'un côté, on dit que c'est pratiquement réglé, c'est entre les mains des avocats, mais en même temps, c'est très, très long. Donc, il faut croire qu'on est encore au mode de négociation ou de vouloir inclure des clauses à ce fameux contrat-là. On avait eu la rumeur que finalement, il voulait un contrat à long terme pour devenir ambassadeur de la marque Mercedes. Toto Wolff a précisé au Grand Prix de Hongrie que non, c'était un contrat entièrement pour un pilote de Formule 1. Il n'y avait pas de clause pour devenir ambassadeur par après, pour un après-carrière chez Mercedes. Donc, c'est toujours en négociation. On ne sait pas trop où ça s'en va, mais c'est sûr que les options pour Hamilton, pour négocier, c'est pas comme s'il pouvait aller avec bien des écuries. Les portes sont pas mal fermées partout. Puis je pense pas qu'il voudrait décider d'aller piloter dans une écurie. On sait tout, là. On ne sera pas de cachette. Il veut devenir 8 fois champion du monde. Donc, il veut être dans une écurie compétitive. Donc, les options à lui ne sont pas très grandes. On a aussi eu ce qui me laisse porter à croire qu'on est encore en mode de négociation, c'est que Mercedes a sorti publiquement pour dire que on est confiant que George Russell deviendra un jour champion du monde. Donc ça, c'est un peu... Oui, c'est correct de mentionner ça, mais le timing, pendant qu'on n'a toujours pas négocié, on n'a toujours pas signé Hamilton, qu'on sorte faire une déclaration comme ça, est-ce que c'est pour mettre un peu plus de pression justement sur les avocats qui sont supposément en train d'écrire les dernières clauses de ce contrat-là? C'est-tu pour comme rafraîchir, de dire, écoute, on est un peu indépendant d'une de notre part, on a notre prochain champion du monde, si vous voulez pas accepter nos conditions, ben on est en de bonnes mains pareil. Fait que c'est tout ça qui porte à croire qu'il y a c'est quoi qu'on dit de ça? Anguille sous roche, si c'est le bon terme, mais je pense que c'est ça il se passe quelque chose là. En tout cas, ça serait pour enlever les petites... Moi, je trouve qu'on est très, très poli chez les journalistes. On n'a pas... Ça n'a pas tourné en distraction encore, là. Tu sais, on sait que chez les journalistes britanniques, on a un peu un laissez-passer avec l'écurie Mercedes et surtout Lewis Hamilton. Donc, on met pas trop de pression là-dessus, mais il se passe quand même quelque chose à l'intérieur de ça. Là. Il y a quelqu'un un jour qui va gratter et qui va trouver ce qui en a se passer. Pour les meilleurs intérêts de Mercedes, ça serait que de clore ce dossier-là une fois pour toutes, puis d'arriver de dire, oui, Lewis Hamilton sera là pour au moins les 2, 3, 4 prochaines saisons, ou terminera sa carrière avec nous, et passer à d'autres choses, là, vraiment se concentrer sur la prochaine saison, qu'on arrête un peu de tourner aux alentours de ça, puis d'avoir des questions concernant le contrat ou le futur de Lewis Hamilton en Formule 1. L'autre nouvelle aussi, c'est l'écurie Haas qui a confirmé que ces deux pilotes ont été re-signés pour la saison 2024. Donc, on confirme Kevin Magnussen ainsi que Nico Hülkenberg pour la prochaine saison en Formule 1. On évite un peu là, de tomber dans une controverse. On sait que l'année dernière, on s'est rendu jusqu'à la fin, jusqu'à Abu Dhabi, pour finalement dire qu'on n'aurait pas Mick Schumacher de retour dans l'écurie américaine. Ça fait quelques saisons aussi qu'on a beaucoup de va-et-vient. Là. On joue un peu à la chaise musicale. Chez Haas, on avait Mazepin. Mazepin est parti. On se rappelle pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Là, finalement, on a ramené Magnussen. Là, finalement, on a changé Schumacher. On a emmené Hülkenberg. Fait que, on n'a pas vraiment eu de stabilité dans les dernières saisons. Donc, pour vraiment avoir une idée claire du développement de la voiture, avoir des temps le plus précis, le plus constant possible. Donc, c'est toujours bon d'avoir une certaine stabilité quand on veut développer puis se sortir du trou un peu chez Haas. Puis finalement, peut-être avoir quelque chose qui pourrait nous emmener à avoir une voiture qui peut être compétitive d'une certaine façon. Donc, un peu de stabilité, ça fera pas de tort. Il y a aussi la rumeur là, qui continue que Alfa Romeo pourrait vouloir rester en Formule 1 parce qu'on sait la saison prochaine, Alfa Romeo ne sera plus là. L'écurie Alfa Romeo Sauber va reprendre le nom Sauber juste
qu'à l'arrivée de Audi en 2026. Donc l'année prochaine, soyez pas surpris, sur la grille de départ, il n'y aura pas d'Alfa Romeo, ça va être l'écurie Sauber F1 en attente de voir Audi rejoindre le peloton. Donc, on n'aura plus de Alfa Romeo, mais là, Alfa Romeo veut s'accrocher à la Formule 1. C'est là qu'on voit que le produit est en santé, le sport est en santé. On a Honda qui dit « Oh non, nous, on s'en va de la Formule 1. » Finalement, « Oh non, on revient, on signe avec Aston Martin. » Tu as Alfa Romeo qui dit « Oh, nous autres, on sort de la Formule 1. » Finalement, « Oh non, non, nous autres, on veut rester. On voudrait s'accrocher puis rester avec Haas, peut-être à compter de l'année prochaine. » Donc, on deviendrait un commanditaire de nom. Donc, on pourrait appeler l'écurie, mettons, Haas Alfa Romeo. C'est surtout aussi que Ferrari avait une certaine entente pour les développements des pilotes avec Alfa Romeo. Là, on perd ça. À partir de 2026, ça va être Audi. Donc, on fera pas de développement de pilotes pour Ferrari. On va être carrément un compétiteur. On vient aussi de voler un client qui achetait des moteurs Ferrari, l'écurie Alfa Romeo. Donc, à ce moment-là, on perd ça aussi. Donc, c'est sûr que Ferrari voudrait peut-être garder ses actifs, continuer d'avoir un siège dans une écurie où ce qu'on peut développer des pilotes. Donc, ça pourrait être une entente avec Haas. Ce qui montre que ça pourrait être le cas aussi, c'est qu'on a signé seulement les 2 pilotes pour des contrats de 1 an. Donc, est-ce qu'on sait que à compter de 2025, on va être obligé de laisser un banc de libre parce que Ferrari va vouloir placer un de leurs pilotes de développement? On parle peut-être des jeunes qu'on pourrait faire progresser de la Formule 2. Donc, ça va être à suivre à ce moment-là. Là, ça continue. Moi, ça devrait être confirmé dans les prochaines semaines. Là. On sait dans le Formule 1, plus que la rumeur vient en longue, ça devient, on n'est jamais bien loin de la réalité. Donc, ça pourrait être confirmé dans les prochaines semaines que Alfa Romeo deviendrait un commanditaire titre pour l'écurie Haas dans les prochaines saisons. Et donc, c'est pas mal ça les nouvelles. L'autre nouvelle aussi qui est assez intéressante, qui pourrait avoir un impact sur le week-end, c'est Charles Leclerc qui avait une infection à l'oreille. Il n'a pas pu prendre l'avion, disons que c'est déconseillé ou ça aurait pu aggraver la situation. Donc, il n'a pas pris l'avion pour se rendre à Zandvoort. Donc, il a fait les 14 heures de route de son domicile à Monaco pour se rendre à Zandvoort. Il disait qu'il était quand même qu'il y avait de l'énergie qui était là, mais ça pourrait peut-être pencher dans la balance, non seulement l'infection, aussi les antibiotiques qu'il doit prendre. Des fois, ça peut affecter le corps, mais aussi le 14 heures de route. Il n'a pas précisé si c'est lui qui avait conduit ça au volant de sa Ferrari ou si il y a quelqu'un qui l'a aidé ou quoi que ce soit, mais il a quand même fallu qu'il fasse 14 heures de route pour se rendre à Zandvoort. C'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons aux séances d'essais libres du vendredi au Grand Prix des Pays-Bas. C'est aujourd'hui que l'action reprenait en Formule 1 après cette pause estivale. Max Verstappen a repris où il avait laissé lors de la séance du matin. C'est lui qui a été plus rapide, mais comme on a l'habitude à l'émission, on le dit souvent, la séance du matin, on peut prendre ça puis ça aux poubelles parce que ce n'est pas très significatif. Il y a aussi des améliorations pour le week-end. Vous savez, comme on en a là-dessus, je vous dis à toutes les émissions, le vendredi, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. Si vous ne nous suivez pas déjà, faites sûr de nous suivre aussi sur Facebook au F1 Podcast. Et vous pouvez avoir toutes les améliorations, les mises à jour. Le vendredi, on publie ça et on vous donne détaillé qu'est-ce que chaque écurie a apporté pour le week-end. Donc, un petit résumé rapide. Red Bull ont amené quelque chose. Mercedes ont des améliorations. Il y a aussi Aston Martin, ça vous allez être content d'entendre ça, vous êtes nombreux à prendre pour l'équipe verte, donc Aston Martin qui a apporté des améliorations, qui veut essayer de sécuriser leur place au classement, eux qui avaient fait une si belle progression en début de saison, de 7e l'année dernière, on était la 2e écurie pendant une majeure partie de la première demi-saison, donc si on veut rattraper ça, essayer de compétitionner un peu Mercedes, rester en Ferrari. Et il y a aussi un nouveau joueur qui s'est amené à la partie. Bien sûr, c'est McLaren qui a fini en force lors des derniers Grands Prix avant la pause. Donc, on veut un peu se mêler à tout ça puis essayer de sécuriser la place qu'on avait pris. Il y a AlphaTauri aussi qui a apporté des améliorations. L'écurie Haas aussi. Et McLaren, parlant d'eux, l'équipe Orange Papaye a aussi apporté quelques petites modifications. Rien de majeur. C'est surtout plus
des adaptations de la voiture pour le circuit de Zandvoort. Mais vous pouvez tout aller lire ça en détail sur notre page F1 Podcast. N'oubliez pas aussi de nous mettre des j'aime, des likes. Ça, c'est ce qui nous aide à propager la bonne nouvelle un peu partout, là, que tout le monde apprenne à nous connaître et grossir notre communauté de F1, non seulement au Québec, mais un peu partout à travers le monde, où les gens parlent français. Mais c'est même pas nécessaire aussi de parler français, parce qu'avec la belle technologie de Facebook, tous nos articles sont traduits. Donc, c'est pour ça qu'on a des gens d'un peu partout qui nous lisent pareil, qui nous envoient des messages. On reçoit des messages en espagnol, on reçoit des messages en anglais, on reçoit des messages dans des langues qu'on connaît pas, mais avec Google Translate, je suis capable d'aller chercher un peu les traductions puis de comprendre quel genre de questions qu'on m'envoie ou quel genre de message. Mais ça fait toujours plaisir de vous lire. Peu importe dans quelle langue vous nous écrivez, on se débrouille puis on réussit à communiquer. À part de ça, ben la grosse nouvelle de la journée, une nouvelle malheureuse, ça a été lors de la deuxième séance d'essai libre. Si vous ne l'avez pas vu, ce qui est arrivé, c'est qu'Oscar Piastri a eu un petit accident. Il est allé frapper le mur. Sa voiture s'est coincée là. Et il y a Daniel Ricciardo qui suivait à l'arrière. Lui, il a voulu prendre une trajectoire pour éviter une voiture qui se trouvait à gauche. Il a voulu prendre une trajectoire un peu plus à droite. Puis, à sa grande surprise, il est arrivé avec... on peut pas nécessairement face à face, mais oui, face à face avec son ancienne voiture, son ancienne McLaren d'Oscar Piastri était là dans le mur. Donc, il a voulu éviter ça. Il a donné un coup il a braqué le volant. Il s'est dirigé dans le mur, lui aussi, à son tour, mais il a gardé les mains sur le volant. On sait que en Formule 1, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, une des consignes de sécurité qu'on dit, c'est que quand on va se diriger vers un impact, quand on est certain que l'impact va avoir lieu, c'est de retirer ses mains sur le volant. Parce que le coup que ça peut donner, c'est assez pour nous casser les poignets. Et même si on continue de tenir le volant, on peut avoir d'autres membres qui peuvent être fracturés, là, tellement que ça donne un gros gros coup. Donc, Daniel Ricciardo, ça, c'est facile à dire. Là. Nous autres, dans notre salon, là, on est capable de dire « Ah non, il aurait dû enlever ses mains sur le volant, il s'en allait rentrer dans le mur. » Mais quand tu files à plus de 200 km/h vers un mur, essaye de dire « Bon, on va enlever mes mains, moi. » On essaye toujours jusqu'à la dernière seconde de vouloir éviter l'impact ou essayer de rattraper la voiture. Ben, c'est ce qu'il a fait, mais malheureusement, au coup que ça l'a donné, ben, il y a eu une grande douleur dans sa main gauche, autour du poignet. Puis on n'a pas pris de chance. On est allé faire des études au circuit même. On a toujours un centre médical là, au circuit. On a fait des études, on a poussé ça plus loin, on l'a emmené à l'hôpital. Puis on a décelé une fracture dans le poignet gauche. Donc il ne pourra pas non seulement prendre part au week-end à Zandvoort, mais on peut s'interroger aussi sur ce qui va arriver pour le reste de la saison. Oui, j'ai entendu plusieurs, vous avez écrit des commentaires, il y en a qui disaient « Oui, mais Stroll a piloté avec un poignet fracturé. » Oui, vous avez raison, mais il y avait quand même eu déjà sa chirurgie, puis peut-être 2-3 semaines de convalescence avant de monter dans la voiture à Bahreïn. Puis déjà là, il était incommodé aussi. On a salué son courage. Donc, faut s'attendre à ce que Daniel Ricciardo ait besoin peut-être d'un minimum 2-3 semaines si on est obligé d'opérer aussi. Ou, c'est toujours différent les fractures. Je suis pas médecin, là, je veux pas m'aventurer là-dedans, là, mais on est capable de comprendre qu'il y a différents types de fractures. C'est toujours différents endroits. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une fracture qui est pareille. Donc, c'est du cas par cas. Donc, ça va être de voir avec Daniel Ricciardo ce qu'on va pouvoir faire. Je suis sûr à 100% qu'il va vouloir retrouver son volant le plus vite possible. Il y avait une opportunité rêvée de prouver ce qu'il sait faire, de sécuriser un volant pour quelques saisons en Formule 1, de rester dans le sport qu'il aime tant. Donc, c'est sûr que ça va lui faire un grand mal. Il y a aussi, là, je soulignais ça aussi, c'est un hasard, là, c'est un peu ironique de dire que c'était son ancienne voiture qui était sur la piste. C'était sa McLaren qui s'est fait retirer le volant par Oscar Piastri qui a, on peut dire volé, là, entre parenthèses, on sait qu'il n'y a pas de méchanceté là-dedans. McLaren a choisi Piastri pour remplacer Daniel Ricciardo la saison dernière. Donc, à ce moment-là, c'est le même pilote, c'est la même voiture qui a coûté cette blessure-là. Donc, on peut dire que c'est la deuxième fois qu'Oscar Piastri fait perdre un volant pour quelques instants à Daniel Ricciardo en Formule 1. Donc, c'est ça qui est arrivé, c'est malheureux pour lui. C'est Liam Lawson, donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, Liam Lawson, lui, aura une opportunité de montrer ce qu'il sait faire en Formule 1. C'est lui qui prendra le volant. On l'a déjà vu dans des essais libres il y a quelques saisons. On sait qu'il y a toujours une petite partie au moment de l'année où c'est obligatoire de faire rouler des recrues en Formule 1 dans des séances FP1. Donc, on a déjà vu Lawson au volant d'une Red Bull ou d'une AlphaTauri. Il a aussi fait les essais de fin de saison
saison à Abu Dhabi. Donc, c'est pas la première fois qu'il saute dans une Formule 1, mais c'est vraiment la première fois qu'il va participer à un Grand Prix. C'est un très bon pilote. C'est un gars qu'on a déjà mentionné souvent son nom comme quoi il aurait pu être le remplaçant de Nick DeVries ou pourrait même être le pilote qui prendrait ce volant-là la saison prochaine. On sait que Helmut Marko, qui est en charge du personnel pour l'écurie Red Bull, l'a déjà mentionné, qui veut que ça continue d'être une écurie junior, qu'on fasse du développement de pilote. Donc, pour lui, c'est important. On a déjà Tsunoda qui est là. Donc, Tsunoda va avoir un troisième coéquipier cette saison. Il y a eu Nick DeVries, il y a eu Daniel Ricciardo, et là, il aura Liam Lawson pour, on ne sait pas pour combien de courses pour l'instant, mais moi, selon moi, c'est au moins pour le week-end, mais ça devrait être là pendant une couple de week-end minimum, là, à moins que Daniel Ricciardo nous démontre qu'il est un homme de fer et qu'il est capable de revenir plus vite que n'importe qui avec un poignet fracturé. On l'a déjà vu, là, les photos. Il est retourné au circuit de Zandvoort, puis il avait sa main dans un plâtre. Donc, on peut confirmer la fracture, puis on peut confirmer que on va avoir un certain temps parce que je pense pas qu'il va pouvoir piloter une voiture avec un plâtre. Donc, ça a été la grosse nouvelle de la journée. Pour le reste, il y a eu beaucoup de compétition. Hein. C'était intéressant de voir. Demain, ça risque de donner une bonne qualification. On a eu beaucoup de statistiques, des voitures qui semblaient en forme, des voitures qui semblaient plus rapides que ce qu'on a vu avant la pause. On a vu Mercedes qui avait l'air d'avoir de bons résultats. On a aussi vu McLaren qui est encore en forme. C'est d'ailleurs Lando Norris qui a signé le meilleur temps de la deuxième séance. On avait vu Fernando Alonso le matin que Aston Martin avait l'air de bien se comporter sur le circuit. Donc, ça va être intéressant de voir. Ça risque de nous donner encore une très bonne séance de qualification demain. Donc, manquez pas ça. On a eu des bons spectacles depuis le début de la saison. Le samedi, on sait que, oui, Max Verstappen réussit toujours à aller chercher une pole position. Mais il y a Sergio Perez qui n'avait pas l'air d'avoir un bon rythme le matin. Il n'a pas l'air d'en avoir un non plus l'après-midi. Donc ça ouvre la porte à ce qu'un autre écurie peut venir se placer aux côtés de Max Verstappen sur la première grille de départ, donc sur la première ligne. Donc ça va être intéressant de voir ça. Donc je vous disais, Lando Norris a été le plus rapide devant Max. Ensuite, ça a été Alex Albon. Encore là, je vous dis, il y a des surprises de partout. Tu sais. Oui, il y a toujours qu'est-ce qu'on avait comme carburant, quel genre de programme on faisait, mais quand même, Albon a réussi à faire un meilleur temps que Lewis Hamilton, qui lui a pris le 4e temps. Après ça, Yuki Tsunoda, 5e. Pierre Gasly, 6e avec la Alpine. Là, finalement, on trouve Sergio Perez, qui sort de là avec sa Red Bull. Derrière Pierre Gasly, derrière Tsunoda, derrière Alex Albon, malgré qu'il est dans une Red Bull, ben, il est là. Ensuite, on avait Lance Stroll, donc ça nous montre Aston Martin est quand même dans la partie. Valtteri Bottas, qui est là aussi, devant Alonso. Ensuite, là, on retrouve Leclerc, Logan Sargent, Esteban Ocon, George Russell. Quand même une journée difficile, mais des fois, on sait, Mercedes, on travaille souvent à deux volets. Hein. Lewis Hamilton fait des tests, puis on a George Russell qui fait d'autres tests. C'est encore une voiture qui est neuve chez Mercedes. On a complètement changé le concept. On continue de changer vers où l'orientation de cette voiture-là en développement. Donc, souvent, on fonctionne à deux voitures le vendredi. On essaie de trouver essaie de trouver certains réglages, l'autre fait d'autres tests, puis on fait comme une moyenne de ça. Puis le samedi, on se retrouve avec une voiture qui est pas mal plus compétitive que ce qu'on nous habitue de voir le vendredi. Après ça, Russell a été suivi par Joe dans sa Alfa Romeo, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri et Daniel Ricciardo ont pris les deux le dernier rang, mais vous savez pourquoi, dans quelles conditions, pourquoi ils ont terminé les deux derniers. Là, les deux se sont retrouvés dans le mur, dont un à l'hôpital. Donc, c'est ce qui a conclu la séance d'essai libre. Moi, je vous dis, n'arrivez pas en retard, prenez l'heure en note, assisez-vous, écoutez cette séance de qualification-là. Je suis certain qu'on va avoir un bon spectacle. Le circuit de Zandvoort, là, il n'y a pas beaucoup d'espace non plus. Là. C'est très dur de se trouver un endroit pour faire un bon temps. Là. Il risque d'avoir même des pénalités. C'est à surveiller. C'est certain que quelqu'un va bloquer une autre voiture. Puis on sait, depuis le début de la saison, les commissaires nous ont habitués à être très sévères. On donne les pénalités. Là. On respecte vraiment le livre de règlement. Donc, ça va être intéressant de voir. Demain, il va falloir que les pilotes et ainsi que les ingénieurs soient très, très alertes pour signaler le trafic, dire « Oh, t'as quelqu'un en arrière de toi ». Justement, un petit rappel à Ferrari. On sait qu'on a eu beaucoup de difficultés depuis le début de la saison avec Charles Leclerc ainsi que Carlos Sainz qui ont été pris plus souvent qu'autrement par les commissaires avec des pénalités pour avoir bloqué un autre pilote lors des séances de qualification. Donc, Zandvoort, il y a beaucoup de trafic, les voitures roulent vite, il y a beaucoup de courbes, on voit pas toujours aussi la voiture en avant, donc ça peut arriver facilement. Là. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui, là, des pilotes. Hülkenberg a bloqué Verstappen à un certain moment. C'est ce qui a coûté justement ses tours rapides dans la journée. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Ça risque de nous donner un bon spectacle du début à la fin. Zandvoort, c'est un circuit qui est à
toute vitesse. C'est un genre de Monaco, mais plus rapide. Donc, c'est dans des dunes de sable, sur le bord de la plage. On a de l'ambiance. Les gens, c'est proche d'Amsterdam. C'est un coin où ce que les gens, normalement, font la fête à Amsterdam et s'en vont à la plage à Zandvoort et s'en vont faire le party un peu là-bas. Donc, ça arrive là avec quelques breuvages dans le corps, beaucoup de fumée orange. Vous allez voir aussi, c'est pas un endroit où ce que vous allez quand vous n'êtes pas un partisan de Max Verstappen, parce que c'est assez incroyable à voir l'unanimité dans les estrades. T'sais, même dans les moments à Montréal où on avait un pilote comme Jacques Villeneuve, on allait au circuit Gilles Villeneuve, on voyait pas simplement des chandails Williams qui soutenaient Jacques. Là, on voyait on a toujours vu une belle parité. Là, on voyait des chandails rouges. On a toujours les tifosi. On avait des fans de McLaren, des fans de plein d'écuries. Donc, on a toujours une belle diversité quand on va au circuit Gilles Villeneuve. Mais là-bas, à Zandvoort, là, c'est pratiquement unanime. C'est orange du début à la fin. Tout le monde prend pour Verstappen. Donc, c'est vraiment une course à domicile pour lui. Beaucoup d'ambiance, la musique techno, c'est un party, vraiment, c'est vraiment un bel événement à voir et vous le ressentez à la TV. Là. Déjà aujourd'hui, c'était des séances de célib, puis on ressentait déjà la festivité aux alentours du circuit. Donc, ne manquez pas ça, ça risque de nous donner un très très bon week-end. C'est ce qui complète notre émission aujourd'hui du vendredi 25 août. J'espère que ça vous a plu. Le prochain rendez-vous, ça sera lundi. On fera un retour sur le Grand Prix des Pays-Bas. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end de course, un très bon retour de pause estivale et en espérant que le party et le spectacle sera au rendez-vous. Bon week-end!